les antipodes. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yerb et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Nulle ondulation ne venait troubler la surface, qui formait un cercle parfait. En vérité, jamais liquide n'avait paru plus inerte. N'eût été la mince vapeur qui s'en échappait paresseusement en volute. On eût pu croire que le temps s'était arrêté, figeant l'instant pour l'éternité. « Mange ta soupe, Sébastien !» La voix de papa tonna dans la pièce, brisant brièvement le silence. On n'entendit plus alors que le crépitement du feu dans l'âtre et le vent qui faisait trembler les volets dans leurs gonds. Les traînées de neige qui s'insinuaient sous la lourde porte de la chaumière témoignaient de la tempête qui faisait rage à l'extérieur. Sébastien, assis sur le banc, les bras croisés sur la table, fixait son assiette d'un air renfrogné. Sa cuillère à soupe, immaculée, reposait à côté d'un angle tangent, quasi parfait, tel que l'avait disposé maman bien plus tôt. De l'autre côté de la table, papa et elle le regardaient d'un air sévère, leur patience mise à rude épreuve, approchant dangereusement du point de rupture. « Je te préviens, Reprit papa. si tu ne finis pas ton assiette, je compte jusqu'à 3. Il laissa sa phrase en suspens pendant quelques secondes, lourde de menaces. Puis j'appelle le croque-mitaine. » Ajouta-t-il, en haussant le ton. À ce mot, Sébastien tressaillit. Il avait une peur bleue du croque-mitaine. Cet ogre gigantesque surgissait pour dévorer les enfants lorsque ceux-ci n'accomplissaient pas leur corvée, ne se montraient pas sages, ou lorsqu'ils refusaient de manger leur pitance. Papa le lui avait souvent raconté pour le mettre en garde par le passé. Jusqu'ici, la menace avait toujours fonctionné à merveille, mais aujourd'hui Sébastien hésitait. Il commençait à mettre en doute la parole de papa. Il l'avait déjà surpris à mentir, à maman notamment. Il se demandait si ces histoires de croque-mitaine étaient bien réelles. Ainsi, malgré la peur qui lui nouait le ventre, Sébastien ne bougea pas, et prit même le parti de défier papa du regard. Très bien, tu l'auras voulu. Je vais compter jusqu'à 3, puis le croque-mitaine viendra frapper à la porte pour te réclamer. Les battements de son cœur s'accélérèrent, mais Sébastien ne scia pas, conservant son air farouche. 1, Commença papa. Sébastien ne put réprimer un léger tremblement. 2, Sébastien se crispa, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans ses bras. 3. Conclut papa, faisant discrètement disparaître sa main droite sous la table. Sébastien sentit ses poils se hérisser, et ses yeux se posèrent sur sa cuillère à soupe. L'hésitation se lisait dans son regard, mais il ferma les yeux et serra les mâchoires avec détermination. Sébastien sursauta et rouvrit grand les yeux, une sueur glacée parcourant son dos. Il était maintenant terrorisé et tout à fait convaincu de la véracité des histoires de papa. Alors que ce dernier s'apprêtait à donner le coup de grâce pour faire plier Sébastien, en tapant une nouvelle série de coups sous la table, on tambourina à la porte, si violemment que maman et papa sursautèrent à leur tour. « Qui cela peut-il bien être à une heure pareille ?» s'exclama papa, contrarié, tout en se levant. Maman répondit d'un haussement d'épaule et d'un hochement de tête, aussi interdite que lui. La question déconcerta Sébastien. De toute évidence, il s'agissait du croque-mitaine. Papa l'avait appelé lui-même. Sébastien commença à paniquer en le voyant se diriger vers la lourde porte en bois. « Ouvre pas, papa, je vais manger ma soupe !» « Tais-toi donc, imbécile. Le croque-mitaine n'existe pas. Tu es trop grand pour croire encore à ces bêtises. » Puis, il entr'ouvrit la porte, laissant un Sébastien sous le choc digérer cette révélation. « Qui va... » La voix de papa s'étrangla. Il eut un mouvement de recul tout en levant le regard très haut.
Puis il repoussa brusquement la porte de toutes ses forces, mais une énorme botte s'inséra dans l'entrebâillement, l'empêchant de se refermer. Tandis que papa pesait de tout son poids, une main d'une taille démesurée apparut tout en haut de la porte, bien au-dessus de sa tête. Les doigts, difformes et noirâtres, étaient prolongés de griffes d'une dizaine de centimètres chacune. Elles enserrèrent le montant, en se plantant profondément dans le bois massif. Puis, la chose à l'extérieur ouvrit la porte en grand, sans le moindre effort apparent, projetant papa en arrière. Celui-ci s'écroula de tout son long, sa tête heurtant violemment le sol. Maman hurla. Sébastien resta figé de stupeur. La chose entra. Elle dut pratiquement se courber en deux pour passer le chambranle avant de se redresser. Elle était immense. Sa tête frôlait les poutres du plafond. Elle était vêtue de guenilles crasseuses et déchirées, encore maculées de neige. Une capuche dissimulait dans l'ombre un visage que l'on devinait monstrueux et probablement aussi difforme que son corps. Ses bras, aux mains prolongées de griffes acérées, étaient exagérément longs, et ses jambes semblaient trop courtes pour son corps. Ajoutez à cela une quasi-absence de cou et un dos voûté. Le tout lui conférait une allure simiesque et menaçante. Sans mot dire, le monstre se dirigea d'un pas traînant droit vers Sébastien. Celui-ci était pétrifié, incapable d'esquisser le moindre geste. Un choc sourd retentit alors, suivi du bruit de débris de bois rebondissant au sol. La créature s'arrêta subitement et se retourna. Papa lui faisait face, tenant dans chaque main un pied brisé du tabouret qui gisait en morceaux entre le monstre et lui. La frénésie des derniers instants fit alors place à un calme électrique. Maman avait cessé de crier. Elle et Sébastien étaient réduits au rang de simples spectateurs du duel à mort qui s'annonçait. La créature et papa semblaient se jauger mutuellement. Seules les bourrasques de vent glacé qui s'engouffraient par la porte restée béante venaient briser l'immobilisme ambiant, projetant d'éphémères flocons entre les deux adversaires et faisant onduler leurs vêtements. Les bras du monstre balaient mollement le long de son corps, et les ténèbres impénétrables sous la capuche dissimulaient son regard. Celui de papa était dénué de la moindre peur. Ses yeux brûlaient d'une détermination sans faille, et d'une rage aveugle, tout juste contenue. Sa vie et celle de sa famille étant menacées, un instinct primitif l'avait ramené à un état plus proche de l'animal que de l'homme. Chaque muscle de son corps était prêt à se détendre comme un ressort, à bondir ou frapper au moindre mouvement. Il resserra son étreinte autour des pieds du tabouret, dont les extrémités brisées étaient tout aussi acérées que les griffes du monstre, et montra les dents dans un rictus qui lui donnait l'air d'un chien enragé. L'attaque qui suivit fut fulgurante. Avant qu'il ait pu esquisser le moindre geste, la créature tendit son bras pour saisir papa par la tête et le soulever du sol, dans un mouvement si rapide qu'il semblait défier les lois de la physique les plus élémentaires. Papa laissa tomber les pieds du tabouret et s'accrocha désespérément au poignet du monstre pour ne pas se faire arracher la tête. Celle-ci disparaissait complètement dans l'énorme main, dont les griffes commençaient à lacérer son cou, tandis que l'étreinte se resserrait. Il hurlait et battait l'air des pieds, en se contentionnant dans un vain effort pour se libérer. Maman sortit de sa stupeur et vola à son secours, le saisissant par les chevilles et le tirant frénétiquement en arrière. Ses efforts pathétiques restèrent sans effet. Le monstre ne desserra pas son étreinte d'1 millimètre. Le sang coulait déjà abondamment le long du corps de papa, lorsque le monstre referma complètement sa main. Les cris de papa cessèrent en même temps que sa boîte crânienne éclatait comme une coquille de noix sous la pression. Vertèbres cervicales et ligaments furent sectionnés, et le corps de papa retomba dans une mare de sang. Des morceaux d'eau et de cervelle sanguinolents suintaient entre les doigts de la créature, avant de s'écraser au sol dans une pluie épaisse et visqueuse. Détail morbide, un globe oculaire oscillait comiquement au bout de son aire optique, comme si le monstre eût tenu dans sa main un pendule macabre. Maman, horrifiée, et qui tenait toujours le cadavre de papa par les chevilles, les relâcha avant de se laisser choir sur le sol, à garde. Le monstre rouvrit nonchalamment la main, libérant une dernière masse organique qui vint rejoindre ce qui restait de papa dans un bruit spongieux. Puis, il se tourna de nouveau vers Sébastien, et reprit son pas traînant, comme si rien n'était venu l'interrompre. Maman le suivit du regard, puis ses yeux se posèrent sur Sébastien, toujours paralysé par l'effroi. Son instinct maternel reprit le dessus sur son apathie, et elle dépassa le monstre pour se précipiter vers son fils. Son visage n'était qu'à quelques centimètres de celui de Sébastien, lorsqu'elle fut stoppée net par la créature qui la saisit par les cheveux. « Sébastien !» eut-elle juste le temps de murmurer, avant d'être brusquement tirée en arrière.
Son élan s'arrêta tout aussi brusquement lorsque les griffes du monstre émergèrent de sa poitrine. Une tache brunâtre s'étendit autour des pointes acérées, tandis que le tissu de sa robe se gorgeait de sang. Ses yeux écarquillés rivaient dans ceux de Sébastien. Maman voulut poursuivre sa phrase, mais ne put émettre qu'un faible gargouillement, alors que de petites bulles baveuses et rougeâtres perlaient aux commissures de ses lèvres. Son dernier souffle s'acheva dans un râle, à l'issue d'une quinte de toux qui macula de sang le visage de Sébastien. Puis ses yeux se révulsèrent et la mort figea son visage dans un masque grotesque. La créature retira alors sa main et le corps de maman s'affaissa comme un pantin désarticulé. Se redressant, elle surplombait maintenant Sébastien de toute sa hauteur. Et elle était si proche que ce dernier pouvait voir son visage sous la capuche. La peau en était crasseuse et presque entièrement vérolée. Les yeux se résumaient à de petits ronds rouges qui luisaient faiblement au plus profond des orbites. Deux fentes sombres et verticales au milieu du visage purulent faisaient office de nez et surplombaient la plus large bouche qu'il eût été donné de voir à Sébastien. Elle traversait littéralement le visage de part en part. C'est alors que la gueule du monstre s'ouvrit, révélant plusieurs rangées de dents effilées et affûtées comme des rasoirs. De longs filets de salive s'étiraient entre les mâchoires ou ruisselaient sur le menton, sinuant entre les furoncles. L'ouverture était telle qu'elle emplissait tout le champ de vision de Sébastien, qui se retrouvait cerné par d'innombrables crocs baignés de bave, et au centre, l'obscurité totale d'une gueule sans fond, le néant, la mort. Au comble de la terreur, comme hypnotisé par ses griffes et ses crocs qui se rapprochaient lentement mais inexorablement, Sébastien eut un dernier accès de lucidité. Mu par un ultime sursaut d'instinct de survie, il tâtonna sur la table, sans quitter le monstre du regard, à la recherche d'un couteau ou de n'importe quel objet qui pourrait lui servir d'arme. Alors que la faim semblait inéluctable et que le monstre levait un bras, prêt à porter le coup de grâce, la main de Sébastien rencontra enfin un manche sous ses doigts. Il l'empoigna, puis brandit son arme des deux mains, devant lui, en fermant les yeux de toutes ses forces, conscient au fond de lui que ce dernier geste pitoyable ne le sauverait pas. Puis il attendit que la mort le fauche, en priant silencieusement qu'elle ne soit pas trop douloureuse. Il ne sentit rien. Cela le soulagea. Plus que la mort elle-même, c'était la perspective de souffrir horriblement taillé en pièces par une créature monstrueuse qui l'effrayait le plus. Il rouvrit les yeux, la chose était toujours là. Elle avait interrompu son geste à quelques centimètres de son visage. Elle était totalement figée et regardait fixement l'arme de Sébastien, dans l'expectative. Celui-ci suivit son regard. Il tenait, tendu devant lui, sa cuillère à soupe. Le temps était comme suspendu, et il fallut de longues secondes avant qu'une lueur de compréhension n'éclaire le regard de Sébastien. Hésitant à quitter la créature des yeux, mais bravant sa peur, il se réinstalla doucement devant son assiette, tournant le dos au monstre qui étendait sur lui son ombre menaçante. Mi-tremblant, mi-pleurant, essayant de ne pas penser au corps sans vie de maman et papa, et à la créature de cauchemar juste derrière lui, il plongea doucement sa cuillère dans l'assiette, brisant enfin l'état d'inertie du liquide fumant. Puis, il se concentra sur la seule chose qui comptait désormais, et se le répéta mentalement et inlassablement, comme un mantra avec la voix de papa. « Mange ta soupe, mange ta soupe, mange ta soupe. » Pourriez-vous faire entrer le monstre du placard ? J'ai demandé à ma secrétaire. Elle a soupiré, puis je l'ai entendu l'appeler, en criant pour lui dire que c'était son tour. Il est en route. On frappa à la porte, que j'ouvris rapidement. Là, debout, dans des vêtements décontractés, se trouvait un homme de 2,5 m de haut. Son visage avait une grande fente au milieu, exposant des rangées de dents acérées.
Ses yeux étaient d'un blanc brillant, et ses jambes n'étaient que de longs moignons qui luttaient pour maintenir son corps en équilibre. Il montra quelque peu ses dents, souriant, alors que je lui pointais le canapé, où il s'assit lentement. « Comment allez-vous aujourd'hui, Vic ?» j'ai demandé. Bon, pas vraiment bien, pour ainsi dire. Il tendit la main pour caresser mon chat, qui se blottissait contre sa jambe. Chaque nuit, je vais dans une maison différente, me cachant dans les placards des enfants, recroquevillés sous leur couverture, et je tente de leur faire comprendre le sens de la peur. Mais depuis peu, j'ai découvert que mon travail était déjà fait. Alors j'ai essayé des adolescents, mais ils étaient encore pires. Il s'interrompit. J'essayais de lui faire signe de continuer, mais il me regarda avec une réelle inquiétude dans ses yeux brillants. Croyez-moi, vous voulez pas savoir ce que j'ai vu. C'était barbare, écœurant, même pour moi. Je veux dire, j'ai pas d'estomac, mais ça me donne envie de vomir. Donc, ça se passe pas bien ces derniers temps alors ? J'ai demandé, après un moment de silence. Je vous ai parlé du serment que nous, les monstres, avons prêté quand nous nous cachons sous les lits ou les placards des enfants, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, que vous ne feriez jamais de mal à un enfant, peu importe à quel point vous en avez envie. Il a hoché la tête. Dernièrement, lors de mes sorties nocturnes, il y avait quelque chose d'autre avec moi. J'arriverai pas à le décrire. C'était ce sentiment de pur mal, d'obscurité, ce sentiment de vide que vous ressentez lorsque vous vous sentez en danger. Je me suis caché dans le placard de cet enfant et j'ai senti comme un nuage noir qui passait au-dessus de la maison. Même moi, j'avais peur. Il frissonna. Ça pourrait pas être le boogeyman ? La prochaine fois qu'il viendra, je lui demanderai s'il est au courant et je verrai si on pourrait... Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le boogeyman. C'est pas un monstre ou un démon que j'ai déjà rencontré. Il voulait ma mort, je le savais. Son visage était terrorisé alors qu'il me parlait et a commencé à pleurer, alors que je regardais par la fenêtre pour voir un homme étrange tapi dans l'ombre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» je me suis exclamé à haute voix. Alors j'ai appelé ma secrétaire. « Hé, Kelly, il y a quelqu'un de prévu après le monstre du placard ?» j'ai demandé, connaissant la réponse. Non, mais il y avait quelqu'un ici plutôt qui cherchait quelqu'un du nom de Victor. J'ai laissé tomber le téléphone. Victor, c'était le vrai nom du monstre du placard. Son nom, avant qu'il ne devienne un monstre. « Vic, nous devons vous emmener dans un endroit sûr. Je pense pas que vous soyez en sécurité ici. » Il s'est alors levé sur ses moignons et s'est dirigé maladroitement vers la porte. « Et où allons-nous » il a demandé. J'ai haussé les épaules et nous sommes tous les deux sortis du bureau. Il s'était dissipé en fumée et se déplaçait maintenant derrière moi alors que je sortais du bâtiment. L'homme se tenait à côté d'un poteau à environ 30 mètres de ma voiture. J'ai commencé à paniquer en me précipitant vers mon véhicule. Victor a repris forme à l'intérieur de l'habitacle, occupant tout le siège arrière. J'ai regardé dans le miroir et j'ai soupiré de soulagement. Si bien que, quand je me suis retourné du côté passager, j'ai crié de terreur, tout comme Victor. L'homme se tenait à côté de la voiture et demandait à ce que l'on baisse la vitre. J'étais figé de peur. D'habitude, j'ai pas peur des monstres, mais cela défiait tout ce que j'avais vu auparavant. Des loups-garous, des squelettes, des fantômes, littéralement le boogeyman. Et pourtant, je tremblais de peur devant cet homme. Il avait une moustache gris acier. Ses cheveux étaient négligés. On aurait dit qu'ils étaient couverts de fécule de maïs et il était habillé comme un homme d'affaires. Il m'a adressé un sourire chaleureux en me tendant la main pour la serrer. « Je m'appelle Timéo. Je voulais juste rentrer en contact avec vous. » Il a souri. Victor a hoché la tête avant que j'ouvre la porte à cet homme étrange. « Est-ce que vous savez qui je suis ?» Il a demandé, et j'ai fait non de la tête. « Je comprends. Tout le monde m'a oublié. Les humains racontent vos histoires de monstres et de fantômes au coin du feu. Elles ne font plus peur à personne. » Il a soupiré. J'ai agrippé le volant de toute la force de mon corps, essayant de me réconforter. « Vous voyez, Doc, vous pouvez les voir alors que vous n'êtes plus un enfant. Chaque enfant oublie, mais vous n'avez jamais oublié. C'est pour ça que vous nous voyez. Mais maintenant,
Mon heure est venue. Victor a pris la parole. Qu'est-ce que vous attendez de nous ? Timéo a regardé en arrière et a souri. Il ne s'agit pas de ce que j'attends de vous. C'est ce que je vais faire pour vous tous. J'ai senti un creux dans mon estomac. Cet homme dégageait la pure énergie du mal. Lucifer, dis-je doucement. Il se mit à rire hystériquement, presque comme un fou. Faites-moi confiance. Ils aimeraient être à ma place. Ils aimeraient avoir le courage de faire ce que je suis capable de faire. Tuer les monstres, bien sûr. Introduire une nouvelle façon de leur faire peur. Envoyer un message que les monstres sont des monstres. Ils tuent, ils torturent et ils s'amusent. J'ai essayé d'arrêter Timéo, mais immédiatement, il s'est retourné et a poignardé Victor au visage. « Non !» j'ai crié. Il a souri en ouvrant la porte. Mon heure est venue. Il est temps que l'humanité soit remise dans la chaîne alimentaire. La nuit est mon domaine maintenant. Puis, il s'est dirigé en se dissipant dans un nuage de fumée noire. J'ai enlevé la lame et je l'ai jetée par la fenêtre. J'ai essayé de couvrir la plaie, mais le flux de sang qui coulait était bien trop fort. Il haletait de douleur, alors qu'il essayait d'aider à couvrir la blessure. S'il vous plaît, docteur, ne le laissez pas gagner. Pensez aux enfants, il en tuera des milliers, peut-être des millions. Crachota-t-il, avant de s'affaisser à l'arrière de ma voiture. J'ai pleuré doucement, alors que le soleil commençait à se coucher. Le lendemain matin, je suis retourné au travail pour trouver une enveloppe épaisse posée sur mon bureau. Je l'ai ouverte et j'ai recommencé à pleurer. Dans l'enveloppe se trouvaient des photos de monstres abattus. Dracula empalé sur un poteau en bois. Un loup-garou poignardé à la tête. Le boogeyman suspendu à ses propres tripes. Des démons déchirés en deux. À l'intérieur se trouvait une note écrite avec du sang. Il n'y a pas de sauveur, pas de monstre à cacher sous votre lit. Juste la peur. Je suis l'obscurité, je suis le sens de la peur. Et maintenant toute la race humaine ressentira ce que cela fait d'être de retour dans la chaîne alimentaire. Bonne nuit, docteur. La note était signée par Timéo. Je savais déjà que je pouvais pas l'arrêter. Elle était revenue. La peur. Vous ne le trouverez pas sur Google Play ni sur l'App Store. Il n'y a rien sur le jeu sur Internet, à part cette publicité. Peu importe que vous soyez une bonne ou une mauvaise personne, elle choisit ses cibles sans discernement. Le fait est que vous ne pouvez pas éviter le jeu. Personne ne peut. Et si votre téléphone se met à sonner pour afficher le message, alors vous vous apprêtez à prendre un aller simple vers l'enfer. La publicité en question affiche seulement le texte suivant. Peux-tu te cacher ? Oui, non. Lorsque la fenêtre est apparue pour la première fois sur l'écran de mon téléphone, j'ai été stupéfait.
J'ai toujours supposé que les smartphones étaient plus à l'abri des virus par rapport aux ordinateurs. Surtout un tout nouvel iPhone. Apple est pas censé être supérieur à Microsoft en matière de sécurité? Avant de prendre une décision irréfléchie et de finir par infecter mon téléphone, j'ai décidé de faire des recherches. Je suis pas très doué en informatique, mais je faisais confiance ni à l'option oui, ni à l'option non. Je ne voulais en aucun cas toucher à cette pop-up. Au départ, j'ai rien trouvé de spécial, jusqu'à ce qu'un utilisateur sur Reddit m'indique que c'était un jeu et me donne un lien vers un serveur Discord qui traite de sujets surnaturels. Il y avait une catégorie entière dédiée aux nouveaux jeux bizarres qui apparaissaient sur les téléphones des gens. En cliquant sur oui, apparemment, on commence un jeu de cache-cache étrange. J'ai fait défiler les nombreux messages Discord. J'ai décidé d'anonymiser les pseudonymes. Une première personne avait envoyé un message qui disait « Quelqu'un peut-il m'aider ? Personne ne semble rien savoir sur ce sujet. Mon ami y a joué sans arrêt pendant 1 semaine, puis il a disparu. C'était il y a 2 semaines. Il y a des équipes à sa recherche, mais je pense pas qu'ils vont le retrouver. Il a dit que c'était pas vraiment un jeu. Il a dit avoir vu un visage à l'extérieur de sa fenêtre. » Quelqu'un a répondu « Vous devez sélectionner non. » Un autre disait « J'ai détruit mon téléphone après avoir lu ces messages. Je n'ai rien vu ni entendu d'inhabituel. » Et les témoignages continuaient. « J'ai sélectionné non, mais j'entends des grincements, et je pense pas que ce soit dans ma tête. Laissez simplement le pop-up ouvert, les gars, ne touchez à rien. » L'un d'eux était inquiet. « Quoi ? Pour le reste de ma vie ? Et si quelque chose clique dessus accidentellement ?» Un des membres actifs insistait en disant « Détruisez votre téléphone. Comme je l'ai dit, cela a fonctionné pour moi. » Un autre lui répondait « Jusqu'à ce qu'il s'affiche sur votre prochain téléphone. » L'utilisateur inquiet demandait alors « Et si j'éteignais simplement mon téléphone ? Cela semble un peu moins dramatique que de le détruire. » Plus je lisais, plus je me sentais anxieux. Je m'attendais à ce que la fenêtre soit un virus, mais tout le monde racontait des histoires bizarres. « Arrête de faire ton ado superstitieux, me suis-je dit. La disparition de ce mec n'avait rien à voir avec le jeu auquel il jouait. » Finalement, après un week-end à contempler mon téléphone, j'ai opté pour l'idée d'un des utilisateurs qui conseillait d'éteindre son téléphone. En fait, je suis même allé plus loin et je l'ai formaté pour le remettre à zéro. J'ai rencontré mes amis, Tristan et Tania, dans un parc lundi après-midi. J'avais prévu de leur parler de mon expérience, mais ils m'ont devancé. Pourquoi t'as pas décroché ton téléphone de tout le week-end, Lee ? On s'inquiétait pour toi. On voulait sortir dimanche. J'aime pas trop tenir la chandelle. Et puis, certains d'entre nous doivent aller travailler le lundi. Mais je travaille. Tristan a protesté. Ouais, de ta chambre en pyjama. Sourit Tania. Vous êtes tous les deux envieux que je puisse aller sur Reddit et jouer à des jeux sans avoir de patron sur mon dos. A déclaré Tristan. En parlant de jeux, Lee, t'as joué à Peux-tu te cacher ? Je me suis arrêté net. J'avais le souffle coupé. Les mots de Tristan étaient des véritables poignards. Ouais, il est obsédé. Il y joue tous les jours depuis mardi. Ouais, ça a apparu comme ça sur mon téléphone, alors je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas ? Tania pensait que c'était sûrement un virus, mais ce n'est qu'un jeu de réalité augmentée sympa. Tristan posa son téléphone sur la table de pique-nique en bois. Le jeu était déjà ouvert. Une carte de l'endroit où l'on se situait. Un petit marqueur vert indiquait l'emplacement de Tristan dans le parc, et il y avait un petit marqueur rouge se déplaçant le long des routes à proximité. Une fois par jour, de 2 à 4 heures de l'après-midi, le match a lieu. Je dois me cacher. Il suit ma position dans le monde réel, donc je dois continuer à bouger. Je voulais retarder mon arrivée au parc, mais je pense pas que le marqueur rouge me trouvera ici. En plus, il est 4h moins 10, ouais, j'ai presque réussi. C'est quoi le marqueur rouge qui te cherche ? Demandai-je en frissonnant. Le boogeyman. Il rit, et Tania lui donna un coup sur le bras. Tu sais que ce genre de conversation fait paniquer Lee. Gronda Tania. Tristan haussa les épaules, et tous deux furent absorbés par un autre sujet de conversation. Ils mangeaient leur sandwich, parlaient entre deux bouchées, mais moi je mangeais pas. Je pouvais pas détacher mes yeux du téléphone de Tristan sur la table. Le marqueur rouge faisait le tour du parc, à sa recherche. Je pouvais pas m'empêcher de penser à ces personnes sur le serveur Discord qui avaient parlé si solennellement du jeu soi-disant mortel. Soudainement, le marqueur est entré dans le parc. Tristan avait tort, il l'avait trouvé. Je me suis préparé à ce que quelque chose de terrible se produise. Je me suis préparé à ce que mon ami soit attrapé. Et c'est fini ! Dit Tristan en ramassant son téléphone. 4 heures, encore une fois j'ai gagné. Ça s'est rapproché cette fois quand même, hein. Merde, à une centaine de mètres à peine. Sur la carte du jeu, le parc était une tache verte sans relief.
Je pouvais voir le marqueur vert de Tristan, se détachant à peine de l'herbe. Et je pouvais voir le marqueur rouge au nord-est de notre emplacement. Le texte disait « Vous avez évité le boogeyman de 100 mètres ». Tania gémit et marmonna à propos de la dépendance au jeu de Tristan, et les deux reprirent leur conversation. J'étais sur le point de replonger dans la réalité, chassant définitivement ce jeu stupide de ma tête, mais un bruit soudain m'a terrifié. Un craquement. Mes yeux sont levés de la table. Ni Tania, ni Tristan ne semblaient remarquer le bruit étrange. Et je peux pas l'expliquer. Aussi proche que le son semblait, mes yeux étaient attirés par un arbre solitaire, à un peu plus d'une centaine de mètres. Peut-être pas exactement là où le marqueur rouge était apparu sur l'écran de Tristan, mais assez près. Un visage effrayant nous regardait tous les trois. Cette chose n'était pas humaine. Elle était aussi petite qu'un enfant en bas âge. Elle portait un masque de caoutchouc couleur pêche, presque le ton de la chair humaine, mais pas tout à fait. Et son sourire doux et maladif a traversé mes yeux jusque dans mon âme. Avec un deuxième grincement retentissant, le visage cauchemardesque se cacha derrière l'écorce, disparaissant de ma vue. La Terre Ali. On dirait que t'as vu un fantôme. Je pense que quelqu'un te cherche en fait, Tristan, murmurai-je en pointant un doigt tremblant vers l'arbre. Je pense que tu devrais plus jouer à ce jeu. Ta phobie est vraiment lourde parfois, Ali. Y a pas de boogeyman qui me suit. Bon, c'est vrai, j'ai tendance à trembler devant des images et des sons de tous les jours. Dans mon esprit, il y a toujours un fantôme ou une goule au coin de la rue. Depuis la mort de mes parents, je suis comme ça. Mais je savais, sans l'ombre d'un doute, que je n'avais pas imaginé ce que j'avais vu derrière l'arbre. Malheureusement, ma phobie, la peur des fantômes et du surnaturel, fait qu'il est très difficile pour quiconque de me croire lorsque j'en parle. Tristan et Tania m'ont dit d'y aller doucement et de me reposer. Le lendemain, j'étais encore sous le choc de la chose terrifiante que j'avais vue derrière l'arbre. Transpercé par de terribles pensées, la journée de travail est passée lentement. Je commençais à croire que j'allais peut-être tomber malade. J'avais peut-être fait une crise psychotique. Vers 6h30 du soir, alors que je rentrais du travail, Tania m'a appelé. J'ai répondu avec le haut-parleur de mon téléphone. « Je conduis en ce moment, Tania. Qu'est-ce que... » Je me suis arrêté de parler lorsque j'ai entendu mon ami pleurer à l'autre bout du téléphone. « C'est dans la maison. Le jeu s'est lancé. Plus tard que d'habitude. » « Attends, ralentis un peu, qu'est-ce qui se passe ?» « Le jeu a commencé à 6h. » expliqua Tania, en larmes, dans un murmure fragile. « Je pense que t'as raison, Lee. Je pense que quelqu'un nous cherche, en fait. Nous avons vu un visage horrible à la fenêtre. Et puis il y a eu des grincements dans la maison. Nous nous cachons dans le grenier. Tristan a ouvert la porte, donc on pense pas qu'il... » « Et vous avez appelé la police ?»« Ils sont en route. 15 minutes. On devrait pouvoir... » Quoi ? C'est Lee. Non, je me sens plus en sécurité avec quelqu'un à l'autre bout du... Bon, d'accord. Tristan veut que je raccroche. Il veut que nous nous taisions. Ok, je comprends. Assurez-vous juste de... Non, non, non. Je n'avais pas besoin de lui demander ce qui l'avait effrayé. Je l'ai entendu aussi. Un craquement dans le grenier. Cela sonnait si clair, et encore une fois si proche. Si près de moi que j'ai dû me retourner pour m'assurer que le démon au visage caoutchouteux n'était pas sur le siège arrière de ma voiture. Ce n'était pas le cas. À ce moment-là, j'ai décidé de ne pas rentrer chez moi. Je me suis dirigé vers la maison de Tristan. Un trajet de 8 minutes, à peine plus rapide que la police. J'entendais toujours la conversation au téléphone. Comment cette chose a pu rentrer ? La porte n'était même pas ouverte. Mais c'est pas une chose. Se moqua Tristan, même s'il parlait d'une voix tremblante. C'est qu'un enfant, et il est sûrement... Oh, C'est quoi ça ? s'il vous plaît. Tristan a commencé à supplier. Les cris de mes deux amis étaient assourdissants. J'étais tellement déterminé à atteindre la maison que je n'ai pas raccroché. Ce n'est que lorsque j'entrais dans l'allée de Tristan, quelques minutes à peine avant la police, que je me rendis compte que j'avais entendu des bruits de grésillements, de claquements et des craquements. J'ai défoncé la porte d'entrée et j'ai couru jusqu'au grenier. Je m'attendais à trouver une scène écœurante de mutilation, mais l'espace était vide. Tristan et Tania étaient partis. La police avait des questions pour moi, bien sûr, mais mon alibi était béton. L'appel à la police avait été passé avant même que je quitte le bureau, et les images de la caméra de circulation ont corroboré le fait que j'étais sur la route pendant que l'intrus terrorisait Tristan et Tania. Le verdict officiel ? Disparition. Je comprends pas ce que veut le jeu. Je sais pas où vont les personnes disparues. Tout ce que je sais, c'est que réinitialiser mon téléphone n'était pas suffisant.
En rentrant chez moi, après une longue nuit de larmes et d'interrogatoires de police, je pourrais jurer avoir aperçu un masque de couleur pêche furtivement près d'une boîte aux lettres. Et puis, comme pour confirmer cette pensée menaçante, il y a eu une notification sur mon téléphone. Ce sont tout droit venus de l'enfer. Le message était affiché sur le tableau de bord de ma voiture. Peux-tu te cacher ? Oui, non. J'ai émis un gémissement d'horreur que la reconnaissance vocale de ma voiture a pris comme une réponse. Vous avez sélectionné non. J'ai peut-être choisi la plus sûre des deux options. Je sais que de nombreux utilisateurs de Discord ont suggéré de répondre non, mais je peux pas m'empêcher de penser à ce que j'ai lu sur ce serveur. Comme par exemple, j'ai sélectionné non, mais j'entends des craquements. De mon côté, je n'ai encore rien entendu et le jeu ne s'est pas lancé depuis. Mais Tristan ne semblait pas entendre le moindre grincement quand il jouait au jeu. Peut-être que, comme lui, je ne l'entends plus. Je suis terrifié par le boogeyman. J'ai peur de l'endroit où il pourrait m'emmener. Et le bonsoir. Bonsoir Indigo. Toutes nos outros commencent pareil, hein, effectivement. Comment ça va, Yop? Eh ben écoute, ça va très très bien. Très très bien. Et toi? Ça va impeccable. Ouais. Impeccable. Encore un bien bel épisode, mon cher Yop. Et oui, il n'est pas du tout produit au dernier moment. Franchement, on est bien. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Non. Nous sommes le jeudi 12 janvier 2021. Tout se passe bien, tout va bien. Oui, bon, effectivement, un petit peu à la bourre. Bref. Eh ben, plein de remerciements à celles et ceux que vous avez désormais l'habitude d'entendre dans ce podcast. Lily, Ouais. Dan et Vanille, Bah oui, Qui faut pas l'oublier. il faut le noter quand même, qui a battu le record de mots enregistrés dans un seul épisode, qui était détenu précédemment par Clégo. Donc Vanille avec son interprétation magistrale de la mère de Sébastien, qui dit « Sébastien ». Une bien belle performance. Merci beaucoup Vanille et félicitations. Tu viendras chercher ta gourde. La gourde de maths. On distribue des gourdes. Et d'ailleurs, la gourde de maths, est-ce qu'elle a été envoyée? J'ai l'impression de la voir en fond. Regarde, on est en caméra tous les deux là. Juste au-dessus de ma tête, il y a un truc. C'est peut-être la gourde, c'est peut-être pas la gourde. Non, D'accord. mais le colis est presque prêt. D'ailleurs, t'as le carton qui est prêt juste en dessous là. Hein. Ah, d'accord. Il y a plus qu'à mettre dedans et expédier. Hein. On n'a jamais été aussi proche de l'expédier. J'ai dit à Matt, maintenant c'est dans les mains d'Indigo. Voilà, tu te Oh débrouilles là avec lui. Et je pense qu'il a compris. Il a compris qu'il devrait être patient. Ah, bah il faut être patient. Il faut être patient, écoute. mais toutes les Ça se bonnes mérite. choses, mais exactement. Eh oui. Ça rajoute un peu de sel dans le lore de la gourde. Oh, c'est vrai. Tu mettras un peu de sel d'ailleurs dans la gourde avant de l'envoyer. Qu'à cela ne tienne. Ça va être dégueulasse. Elle va s'oxyder et tout. Donc ouais, comme je disais, plein de remerciements. Alors déjà pour les voix qui une fois de plus nous dépannent grandement. Et aussi pour les histoires. Oui. Puisqu'il y avait Mange ta soupe, écrite par Vaudoudou. Exactement. Vous, Doudou, qui nous a encore Incroyable. envoyé une histoire de folie. Oh là là. Masterclass, toujours. Hein. Dan, d'ailleurs, qui joue le père, eh ben, il l'a trouvé bien stylé. Il me disait « Wow !» C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a fait « Wow !» Voilà. Oh là là. Et puis des histoires trouvées sur Reddit. La peur par Flopperlad, déniché sur Reddit. Flopperlad, voilà. Bon, alors j'ai remarqué que son compte avait été suspendu depuis. Je sais pas si c'était un pseudo prémonitoire. Peut-être. Peut-être. Et puis Dominique Eagle qui a écrit Peux-tu te cacher, Ouais. une histoire titre. Petite cachée, ça fait très très longtemps qu'elle était dans le backlog. Je l'ai enregistrée, j'ai regardé, je l'ai enregistrée en février 2023 sur Twitch. Ouais.
Ouais, donc il y a plus d'1 an. Mais c'est juste qu'il y avait tellement de voix, et du coup, on l'a un peu mis de côté, et finalement, on l'a adapté. Ouais. Et d'ailleurs, finalement, c'est toi qui l'as enregistré de ton côté. Au départ, c'était moi qui faisais C'est ça. le narrateur, et Lee. en fait, on a tout changé, et on peut enfin la sortir, et elle est vraiment trop bien. Je suis content de celle-là aussi. Elle est cool. Sur Reddit, j'ai vu qu'elle avait eu le badge meilleure histoire en une seule partie de 2023. Oh. Alors, ils sont plusieurs à l'avoir, mais ouais, c'est stylé. Hein. Donc quand je vais dire à l'auteur que son histoire est sortie, il va dire mais vous êtes qui? Comment? Mais cette histoire a une barbe depuis. Et ben les remerciements sont faits. Oui. Place aux actus du label. Quoi de neuf chez les Antipodes, mon cher Yop? Quoi de neuf chez les Antipodes, c'est une pastille hein, dans nos outros. Hein. Ouais, bah On devrait mettre un jingle. C'est important. On va commencer par le rendez-vous de l'étrange. On se donne rendez-vous le 5 avril pour un live exceptionnel en compagnie de Kurt du podcast Obscurum et de Xaramoli Excellent. pour un live de l'étrange. Et puis voilà, hein. C'est comme d'hab finalement tous les premiers vendredis du mois. Voilà. Top. C'est creepy. Faut le Oui. prononcer comme ça. Hein. Oui, Je sinon crois, on se fait gronder par Vanille sinon. C'est ça. Bah les actus de Vanille, vous avez pu voir, elle a double épisode. Elle aussi avec Kurt. Kurt qui est Il est partout. intégré les Antipodes, c'est pas possible. Oui. On va lui en parler. Il y a Moy. Il y a Moy, il y a Carmoy. Double épisode avec Kurt. Ouais, Cauchemar à Versailles, il me semble. Tout à fait. Dispo aussi sur YouTube. Donc si vous voulez aller le regarder, c'est aussi possible. Trop bien. Ce n'est plus seulement un podcast, c'est un média complet. Waouh. Le 3 minutes challenge. Quoi de neuf là-dessus? Et ben c'est pareil, ça a repris. Là on est en train de... À l'heure je pense où sort cet épisode, il doit y avoir les participations Qui commencent, là. Ouais, qui sont en train d'être diffusées sur Ouais. du coup c'était le thème comment on fait des bébés. Voilà. Et il va y avoir un nouveau thème qui va être annoncé le 3 avril. Notez-le Notez bien dans vos agendas. Et c'est ouvert à tous, hein, c'est ouvert à tous et à toutes. Pas besoin d'être podcasteur pour participer. On fait ça pour le fun. Exactement. Si vous voulez m'écouter chanter d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter les dernières participations. C'est un teasing. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est à la limite du chantage. Voilà. Sous-côté, on en parlait déjà la dernière fois. Sous-côté, eh bien, ça suit son cours. Hein. Tous les mercredis matins, on est au 7e épisode. Et quand on sort un épisode Déjà. une fois par semaine, ben, ça va très vite en fait. Hein. Bah oui, forcément. Ouais. Et du coup, en live tous les mercredis soirs à 21h30 sur ma chaîne Twitch. Et voilà, c'est avec Vanille. Et d'ailleurs, en parlant de Kurt sera présent dans le prochain épisode parce que il a des confessions. Voilà, il a des confessions à nous faire. Donc, généralement, les épisodes en feat avec quelqu'un qui nous fait des confessions, c'est les meilleurs. Donc, n'hésitez pas à venir. C'est génial. Kurt est partout. Ah Kurt, bah oui. voilà, podcasteur de 2024. Voilà, je peux pas faire meilleure pub. Hein. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à avancer dans ses propres podcasts parce qu'on prend tout son temps disponible. Clairement. Clairement. Tous ces projets sont en pause. C'est ça. Doudou 4000. Oui, Doudou 4000, dis-moi où on en est. Eh bien, je ne dirais qu'une chose. Chaque journée qui s'écoule est une journée qui nous ramène plus proche de la prochaine saison de Doudou 4000. Waouh. C'est vrai, en soi. C'est la palissade. Oui, bah oui. Ça avance. Ça a pas bougé, mais ça avance. Oui, bah disons que ça recule pas, et puis en fait, il faut juste qu'on se mette une date finalement. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. C'est beaucoup, c'est beaucoup en vrai. C'est beaucoup. En vrai. Ça implique plusieurs personnes. Oh, Oui. teasing. C'est vrai. Allez. Ça implique du monde, et maintenant on n'est plus géographiquement. Enfin, c'est plus compliqué, hein. C'est vrai ça, ce Ouais. que vous dites. Avec tous On a ces déménagé, déménagements. Tous ces Avec toutes ces déménagements. pauses. Avant d'aller dormir, parlons-en. On a sorti un nouveau Quick Slip. Oui. Ce qui fait qu'on est à 53 Quick Slip. Allez, 53 Quick Slip déjà. Putain, c'est incroyable. Ouais. Dernier Quick Slip, Masterclass de Dan, qui Ouais. joue un prêtre. Je n'en dis pas plus. L'histoire déjà en elle-même est trop bien. Et la petite touche, la sweet touch de Dan.
Ah, c'est bien. N'hé- C'est n'hési- très bon. N'hésitez pas à aller l'écouter. Bah, en parlant de Dan, là, on sait que le printemps est arrivé, vous allez tourner votre pelouse. N'hésitez pas à en profiter pour réécouter HVP, la légende oubliée. On n'oublie pas. Voilà, Une enquête au long cours. c'est ça. Et non, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup d'HVP. Là, on fait vraiment le tour des podcasts du label. Hein. Ouais, c'est tout l'intérêt. Ouais, carrément. C'est une enquête sur un personnage très spécial, très spécifique. Et Dan, il sait comment on enquête. Si vous avez bouffé le rendez-vous de l'étrange, c'est creepy, ainsi que tous les documentaires Netflix d'enquête de personnalités au lourd passé, vous allez adorer HVP. Là, c'est le haut du panier. C'est le haut du panier. Ah ouais, c'est des révélations. Moi, j'ai mis 5 jours à fermer la bouche après, tellement j'étais choqué. C'était choc-barre. Bon bah un bel éventail de podcasts hein, si vous avez du temps libre dans les transports ou partout en fait même en bossant. N'hésitez pas à jeter un œil sur les autres podcasts du label. Ouais. Si ça vous plaît, bah on compte sur vous pour faire pleuvoir les étoiles sur Apple Podcasts, Spotify. Ça nous aide vraiment. Pas que nous, hein, faites-le même pour tous les podcasts que vous écoutez en général. Hein, c'est hyper important. Et en vrai, ça marche vraiment. On a fait le test avec Sous-Côté, justement. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on a demandé à tous nos potes qui avaient des iPhones de mettre des étoiles. Et en gros, on est passé dans le top 30 comédie France, quoi. Juste avec des étoiles. Mais franchement, s'il y a des podcasts que vous aimez bien, allez-y, mettez des étoiles et ça les aide vraiment à les propulser et à les faire découvrir. Carrément. Ouais. Eh bien, on a des adados à remercier, une fois n'est pas coutume. Bien sûr. Je m'y colle Les ou pas nouveaux patrons. Allez, vas-y, je t'en Ouais. prie. Eh bien, merci Simon, Alexandre, Pilote, Arki ou Arkai, je ne sais pas, Cassandre, Zico, Nicolas, Mathilde, Eda, Clément, Mélanie, Caroline, Eddy, Jean-Simon, Julie, Brenda et Laure qui nous ont rejoints alors que nous enregistrons cet épisode. Mais oui, bienvenue à toi, Laure. C'est dédié pour toi cet épisode. C'est incroyable. Et non, mais très important aussi de soutenir les podcasts que vous appréciez sur Patreon. Ça nous aide beaucoup, notamment à rémunérer ceux qui travaillent pour le podcast. Dans finalement. l'ombre. Exactement. Après, on est podcasteur, je veux dire, on est déjà dans l'ombre par définition. Quoi. On peut en profiter pour faire un petit shout-out à notre illustratrice Renard Marot pour sa super illustration ce mois-ci. Trop bien, Ouais. extraordinaire. C'est pas toujours simple en fait ce qu'on lui demande de faire. Elle arrive toujours à nous surprendre, donc vraiment trop cool. En fait, c'est terrible parce que c'est pas le style qu'elle fait habituellement. Pas du tout, ouais. Donc, on est censé la sortir de sa zone de confort et puis bah on reçoit une illustration qui répond exactement à ce qu'on demandait. C'est incroyable, c'est trop bien. Bah, ça fait des années de collaboration maintenant. 5 ans. Oh là là Mais là là. oui. Mais oui, on en a pas reparlé, mais oui, on a fêté nos 5 ans ce mois-ci là. C'est beau, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, on va Oui. en parler, tiens. Allez. J'avais lancé une story sur Instagram pour proposer à ceux qui souhaitaient nous faire une chanson assistée par intelligence artificielle Ouais. de nous l'envoyer ou envoyez-nous par mail comme vous voulez ou sur Insta. C'est un site web, il s'appelle suno.ai, suno.ai. Vous pouvez faire un petit prompt pour prompter une chanson ou du genre je veux une chanson pour fêter les 5 ans du podcast avant d'aller dormir, un podcast horrifique, un petit reggae, tu vois, et puis ça te fait une chanson, et on pourrait genre sortir un album gratuit que tout le monde pourrait télécharger. À la gloire des 5 ans du podcast. Ouais, bon, c'est pas ultra humble, mais bon, on a 5 ans, on a le droit, voilà. On peut le fêter quand même, c'est important. C'est Voilà. important. Bon, bah, je crois qu'on a à peu près tout dit sur cette outro. Exactement. Il est temps de se quitter. Oui, avec une petite histoire. Bien sûr, bien sûr. Et encore une histoire de la commu. Tout à fait. La meilleure commu du monde. Exactement, les Adados sont du talent. Une histoire que nous a envoyée Nina2, donc sur Discord, et qui s'appelle La Couette. Bonne écoute. Bonne écoute.
Je ne suis pas une maniaque du rangement. Mon petit ami sera le premier à vous le dire. Comme beaucoup, je laisse souvent mes affaires en vrac sur une table, oublie de ranger mes chaussures à leur place en rentrant ou abandonne mes chaussettes sales sur le sol avant de les mettre dans le panier à linge. Pourtant, il y a une tâche à laquelle je ne rechigne jamais. Faire mon lit. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours détesté la sensation d'une couette ou de drap en désordre s'enroulant autour de mes jambes et restreignant mes mouvements. Si les couvertures ne sont pas parfaitement lissées, je m'empêtre dans le tissu et je suis presque incapable de trouver le sommeil. On pourrait croire que je serais plus à l'aise lorsque je dors dans un duvet. Après tout, qu'est-ce qu'un sac de couchage, sinon une couverture parfaitement faite et close ? Mais si vous avez déjà passé une nuit à vous retourner dans un duvet, vous comprendrez parfaitement cette sensation de sentir le tissu se resserrer en spirale autour de vous, avec la fermeture éclair comme seul échappatoire. Ma mère m'a même raconté que déjà, bébé, je me réveillais en hurlant de terreur, les jambes enroulées dans ma gigoteuse. Faire mon lit, c'est devenu un réflexe. Si je m'en occupe pas dès le réveil, je m'assure de le faire lorsque je reviens dans ma chambre pour m'habiller. Mon amoureux a bien compris l'importance de ce geste et pense lui aussi à le faire le plus souvent possible. La couette bien tirée, le bout bordé, libre sur les côtés pour pouvoir en sortir un pied. Même s'il a du mal à comprendre mon obsession presque compulsive à ce sujet, nous apprécions tous les deux d'aller nous coucher dans un lit bien fait. Il est peut-être un peu moins enthousiaste quand aucun de nous deux n'a pensé à faire le lit de la journée et que j'insiste pour remettre les draps en place juste avant de dormir. Ou pire à ses yeux, lorsque je me glisse dans le lit après lui et soulève et secoue mon côté de la couette pour la remettre bien droite. Mais après tout, chacun ses petites manies. Et si cela le réveille quelques secondes, il se rendort en général aussitôt après m'avoir pris dans ses bras. La couette tirée, le bout bien bordé, libre sur les côtés. Je me réveillais en sursaut en sentant la couette s'agiter au-dessus de moi. Assis dans mon lit, j'ai mis un moment à reprendre mes esprits. J'étais coutumier de ce genre de réveil nocturne, qui faisait souvent beaucoup rire ma chérie lorsqu'elle en était témoin. Je ne me rappelais déjà plus quel élément de mon rêve m'avait tiré de mon sommeil et me tournais vers elle, m'attendant à la voir derrière son livre, retenant un gloussement. Mais pas de lampe de chevet allumée, pas de jeune femme lisant tranquillement à côté de moi. Seule la lueur de l'aube éclairait la chambre à travers le rideau. Elle avait dû se lever pour aller aux toilettes. Assoiffé, je bus une gorgée d'eau et me remémorai la soirée précédente. Nous étions sortis pour l'anniversaire d'un ami et avions bien fait la fête. Nous étions rentrés vers 4 heures du matin et nous étions effondrés dans notre lit, encore défait de la veille. Nos vêtements en désordre, à l'autre bout de la chambre, formaient un tas accusateur. Le réveil indiquait 6 heures. Allez, nous étions dimanche, et je pouvais encore compter sur au moins quelques heures de sommeil. Elle n'était toujours pas revenue, et je n'allais pas l'attendre pour me rendormir. Je me réinstallai confortablement, et sentis un mouvement à mes pieds. Je pensais d'abord à notre chat, et maudis intérieurement ma chérie de ne pas avoir fermé la porte de la pièce derrière elle. L'animal n'avait pas la permission de pénétrer dans la chambre, encore moins sur notre lit, encore moins dans notre lit. J'allais soulever la couette pour le chasser quand on m'agrippa par la taille, sous les draps. Je considérais la masse mouvante qui formait une bosse sous la couverture en vrac. Même en considérant le peu de luminosité disponible, c'était vraiment trop gros pour être le chat. Ok, ma copine avait donc décidé de se venger pour tous les réveils en sursaut que je lui avais fait subir au fil des années. Super blague, merci. Allez, viens te recoucher. Je posais ma main sur la sienne, toujours accrochée à moi, glacée malgré la chaleur du lit. Avec un frisson, je continuais de soulever la couette. Sous celle-ci, c'était le noir presque absolu. Il fallut un instant pour que mes yeux distinguent quelque chose, et plus encore pour tenter d'en faire sens. Je vis la femme que j'aime, les yeux écarquillés par la terreur, recroquevillée au fond du lit, son bras tendu agrippé à moi comme une noyée à une bouée de sauvetage. Elle me fixait sans un bruit. D'ailleurs, elle semblait mordre la couette à pleines dents, comme pour s'empêcher de crier. Quel genre de cauchemar avait pu la mettre dans cet état ?
Je saisis son poignet plus fermement et tentai de la tirer à moi en murmurant des mots rassurants. À ma grande surprise, elle ne se laissa absolument pas faire, et chacune de mes tentatives semblait la repousser un peu plus loin, augmentant l'expression de terreur dans ses yeux. Je vais allumer la lumière, ok ? J'appuyai sur l'interrupteur de la lampe de chevet sans la quitter du regard. Je fus malgré tout obligé de cligner un instant des yeux pour m'accoutumer à la lumière vive, et sentis au même moment son poignet glissant de mon emprise. Rien de ce que je voyais n'avait de sens. Elle était enroulée dans les draps. Ou étaient-ce les draps qui s'enroulaient autour d'elle ? Je ne distinguais que le haut de son corps. Sa tête, ses épaules, un bras, sa main dont les doigts s'entremêlaient aux miens. Mais même avec ce nouvel éclairage, bon sang, où étaient passées ses jambes ? Il était impossible que je ne les voie pas s'agiter à l'endroit où elles auraient dû se trouver. Un nouveau spasme. Cette fois, je vis distinctement les draps s'enrouler de plus en plus autour de ses épaules, et la couverture semblant s'enfoncer plus profondément dans sa gorge. Je la retins de toutes mes forces, en sentant la spirale de tissu l'attirer en son sein. Je vis son visage paniqué disparaître dans un tourbillon de coton bleu, le blanc de ses yeux m'adressant un dernier au secours, muet. Il ne me restait plus que sa main, son bras étonnamment lourd et léger à la fois, aspiré petit à petit par quelque chose. Dans un dernier soubresaut, ses doigts se contractèrent, et elle me planta ses ongles dans la paume. Je fis de mon mieux pour supporter la griffure, continuant de la tirer vers moi. Elle se détendit un instant, puis revint à l'attaque si brutalement qu'elle traça 3 balafres sanglantes au creux de ma main, alors que, de douleur, je laissai filer la sienne. Je vis disparaître ses doigts dans le fond du lit. Je n'arrive plus à dormir sous une couverture. Il est maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.